sommaire de cette édition d'information, le grand programme de puissance et de restauration de la mission protestante internationale La Flamme du Saint-Esprit Canaan, Église les Nations de Yopougon. Ce fut une plateforme pour le premier leader de cette communauté, le révérend prophète Raymond Palinfo, de conduire le peuple de Dieu dans un moment intense de prière. D'éducation, il en sera aussi question dans cette édition d'information avec la remise de kits et de tenues scolaires dans le village d'Akribo, sous-préfecture de Mbato. C'est un don du couple Tano Afreni aux élèves de ce département. Nous parlerons aussi de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'Université Polytechnique de Mans, dans la région du Tonki, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est allé s'imprégner de l'avancée des travaux de construction de cet institut d'excellence et aussi a lancé le paiement des purges des droits coutumiers de l'espace occupé par cette école d'excellence. Mesdames et messieurs, ainsi se présente le sommaire de cette édition d'information. Merci de suivre le journal de la première chaîne chrétienne panafricaine. Un grand programme de puissance et de restauration a eu lieu récemment à la mission protestante internationale La Flamme du Saint-Esprit, Canaan, Église des Nations située dans la commune de Yopougon. Ce fut une occasion pour le premier leader de cette communauté, le révérend prophète Raymond Palinfo, de conduire le peuple de Dieu dans un moment intense de prière. Adrien Armel et Jean-Cyril JB nous font le point de ce moment. Pendant 4 jours durant, les fidèles de la mission Canaan, en collaboration avec la cellule Victoire, se sont réunis dans la dite mission autour du thème « Briser les autels ». Occasion pour le prophète Raymond Palinfo de donner un enseignement de qualité. Écoutez-moi très bien, personne n'avait eu la révélation de 20 Goliath, mais David a eu la révélation. Tu ne gaspilleras pas des cartouches cette année. La cible sera la cible. David a utilisé une seule pierre, mais il a frappé Goliath sur son front. Est-ce que vous savez que tous les Goliaths de vos filles n'ont pas le front protégé? Parce qu'en réalité, David a appelé Goliath incirconcis. En Djoula, ça veut dire Bilakoro. L'expression Bilakoro interprétée veut dire imbécile. Et donc, si on va donner l'expression Mandem, ça veut dire chien. Or, la seule plaie qui tue le chien, c'est la plaie que le chien ne peut pas laper. Or, la seule plaie qu'un chien ne peut pas laper, c'est la plaie qui se trouve au milieu de sa tête. Introduit par des cantiques d'adoration pour la serrure sur le gâteau, le révérend prophète Douza de Douza, invité pour la circonstance, n'a pas manqué de briser par l'onction du Seigneur les malédictions de visage ainsi que les autels. Les organisateurs ont dit leur joie. Nous avons reçu les secrets de comment ôter la malédiction de sa vie, ôter la malédiction de son visage. Et l'homme de Dieu nous a donné un secret fort sur le visage et comment retirer cette malédiction du visage. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour ça. Je veux vraiment rendre toute la gloire au Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur, le prophète Palinfo, qui a inspiré, a-t-il inspiré ce programme et qui d'ailleurs après de nombreux programmes, qui n'a pas hésité à établir ce programme qui vient de bénir son peuple et je dirais même plusieurs personnes parce que d'autres sont quittés dans d'autres communautés et vraiment je suis dans la joie et je rends toute la gloire à Dieu. Cet événement s'est achevé par un temps fort de prière. Les nécessiteux, notamment les élèves du village d'Akribo, sous-préfecture de Mbato, ont reçu récemment de nombreux kits et de tenues scolaires de la part du couple Tano Afreni. Ils entendent par ce geste démontrer que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans l'affliction. Plus de détails avec Jean-Cyril JB. À l'occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, le couple pastoral Tano Afreni, leader de la mission évangélique internationale pour la restauration, a tenu à venir en aide aux parents d'élèves du village d'Akribo, sous-préfecture de Mbato, situé dans la région de Moronou, en offrant des kits et tenues scolaires aux élèves du CP1 jusqu'au CM2. Dans son discours d'allocution, le donateur a rendu toute la gloire à Dieu, lui qui a rendu possible ce cadeau, avant de remercier les autorités villageoises et administratives pour leur présence. Ma joie ce matin est immense
En ce sens que je retrouve mes parents d'Akibo. Avec une ambiance festive. Je voudrais au nom de l'église de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre dire toute ma gratitude pour ce sympathique et chaleureux accueil. Mesdames et messieurs, Dieu nous a mis à cœur d'apporter un soutien aux parents d'élèves d'Akibo. Et mettre un peu de joie dans le cœur de nos enfants en cette rentrée scolaire. Mettre du temps et des circonstances. Dieu en a décidé ainsi. Toute chose qui a favorisé la remise symbolique des kits et tenues scolaires par le couple Tano Afumu au chef du village d'Akribo, Nana Assalé, qui lui à son tour a remis ses oblations au président du comité de gestion école. Pour le kit, l'église m'a donné 7 habits et 7 kits scolaires. Donc je vous remets pour que vous donnez ça au directeur d'école pour vos enfants. Le couple humanitariste a dit sa joie. Ce don est apporté par son propre. Ma femme et moi, nous sommes associés pour apporter ce don et soulager un peu les enfants de l'année pour cette année scolaire 2018-2019. Notez que cette cérémonie a été marquée par la présence du chanteur Nyazo Jean qui a permis à la population de se réjouir. Rappelons que ces dons étaient composés essentiellement de cahiers, de stylos, de crayons, d'ardoises et de plus de 250 tenues scolaires pour filles comme garçons. Aujourd'hui, vendredi 5 octobre 2018, premier vendredi du mois, est la journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Les enseignantes et les enseignants ouvrent les portes vers un monde meilleur. Sans les enseignantes et les enseignants, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à un élève une série de faits et nombres. C'est inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner, c'est aider les enfants à concrétiser leur rêve d'un monde meilleur. C'est pourquoi l'International de l'éducation insiste tellement sur le droit de chaque enfant dans le monde de bénéficier de l'attention de personnel qualifié. Tout au long des différentes étapes de la scolarité du jardin d'enfants à l'éducation supérieure, il faut des enseignantes et des enseignants qualifiés pour guider les élèves et les encourager à cultiver des valeurs fondamentales telles que la paix, la tolérance, l'égalité, le respect et la compréhension. De la qualité de l'enseignement dépend donc la qualité du monde de demain. Restons toujours dans le domaine du savoir. L'Université Polytechnique de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a reçu tout récemment la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Albert Mabry Troikeus. Ici est rendu pour s'imprégner de l'avancée des travaux de la construction de cet institut d'excellence, mais aussi annoncer le paiement des purges des droits coutumiers de l'espace occupé par l'Université Saint-Théodore. Nos correspondants dans le Tonkoui nous fait le point. Albert Mabry Troikeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné du ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba, s'est rendu à l'Université de Mans où il a visité les infrastructures d'accueil de cette école polytechnique, à savoir
la salle des TP, le laboratoire de langue, l'infirmerie, le restaurant, les amphithéâtres, les stades de football et de handball. Au terme de cette visite, le ministre de l'Enseignement supérieur a entretenu les populations des Cassiapleux et des Petits Bépleux, détenteurs des droits coutumiers du site de l'université de Mans, mais surtout les responsables de cette école d'excellence. Le professeur Koulibaly Lassina, président de l'université, a plaidé pour l'équipement des salles des travaux pratiques et surtout la construction immédiate des salles pour les étudiants en année de licence. Ça fait déjà 2 ans que nous fonctionnons, nous passons à la 3e année. Et donc nous avons eu par exemple des étudiants qui étaient en année préparatoire d'entrer dans les grandes écoles. En 3e année, ces étudiants sont en année d'ingénieur. Donc il y a nécessité, en toute urgence, de pouvoir construire les écoles d'ingénieurs afin que ces étudiants intègrent ces institutions de formation. Albert Mabry-Touakeus s'est réjoui de l'avancée des travaux après 2 ans. Toutefois, il a déploré des insuffisances dans l'exécution des travaux. Par ailleurs, il a annoncé le paiement du reliquat des purges des droits coutumiers relatifs à l'espace qu'occupe l'université de Mans. Je peux vous dire aujourd'hui que les activités pédagogiques pour ces 2 premières années ont pu se dérouler. Évidemment, il y a quelques insuffisances qu'il faut combler rapidement. C'est le cas donc des laboratoires. Et là, nous avons visité les bâtiments dont les travaux sont quasi achevés à l'exception de l'installation des équipements. Cela est en cours pour les 2 laboratoires. Donc, nous allons faire en sorte que ces laboratoires soient opérationnels dans les semaines à venir. Il y avait un petit différend au niveau de la purge des droits coutumiers. Je peux vous informer que la décision a été prise. Les ressources nécessaires ont été donc prises en charge par le secrétariat d'État au budget. Et nous allons faire les diligences qui s'imposent pour qu'avant la fin de l'année, les parents rentrent en possession de l'aide. Environ 1,3 milliard. Autre temps fort, la remise des clés de l'ambulance de l'infirmerie et la projection du film de la maquette du projet de construction de l'université à terme. À présent, un mot sur le développement durable dans la région des Grands Ponts. Les autorités de cette région et les spécialistes de l'architecture de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous jeudi dernier au siège de l'Ordre des architectes dans la commune de Cocody. Ce en vue d'une convention cadre de partenariat entre cette région et l'école d'architecture d'Abidjan. L'économie bleue au cœur de la nouvelle stratégie de développement de la région des Grands Ponts était le thème de cette rencontre. William Kwasi nous fait le point. La région des Grands Ponts et l'école d'architecture de Côte d'Ivoire font chemin sur l'autoroute de la connaissance pour faire de la région des Grands Ponts une cité écologique, d'où lutter contre le réchauffement climatique. Pour matérialiser cet engagement, les parties ont signé le jeudi 27 septembre 2018 une convention cadre de partenariat afin de participer au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique des populations. Dans sa vision de développement géospatial, le président du Conseil régional des Grands Ponts, Gabriel Joseph Yassé, et son conseil perçoivent le département de Jacquesville pour être l'autoroute de la connaissance. Cette convention est dans le droit fil de la stratégie du plan stratégique de développement des Grands Ponts, une expertise de l'Ordre des architectes sur mon territoire à Jacquesville qui va bénéficier aux populations de Grand Lahou et de Dabou, va nous permettre d'amorcer des projets d'envergure dans les années qui viennent. Nous avons axé notre développement sur certains principes, le binôme santé-développement et l'autoroute de la connaissance. Pour rappel, Gabriel Joseph Yassé préside le Conseil des Grands Ponts depuis son investiture le 27 juin 2013 au cours de la première réunion ordinaire du dit Conseil. Notons que la signature de la présente convention cadre s'appuie sur un aspect juridique important. Et le projet s'inscrit dans le cadre de la politique de partenariat public-privé du Conseil régional des Grands Ponts, fixant des règles relatives à la coopération décentralisée. Après l'installation très prochaine de l'université canadienne et la création de l'université internationale marocaine, de la région de Rabat, Salé, Kénitra à Jacquesville,
L'école d'architecture d'Abidjan viendra compléter ce pôle universitaire. Nous avions une vision de permettre d'abord à nos jeunes frères ivoiriens de pouvoir pratiquer, pouvoir étudier l'architecture. Et ensuite, notre vision, c'est d'aider nos communes à se développer. L'école d'architecture peut apporter quelque chose à la région des Grands Ponts. Précisons que ce projet a déjà connu un état d'avancement remarquable, notamment la mise en place du comité de travail, plusieurs séances de travail effectuées, convention cadre en cours de signature et l'établissement de délibérations déjà approuvées par la tutelle. Les partenaires au projet sont nombreux. Le Conseil régional des Grands Ponts, l'École d'architecture d'Abidjan et le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Actualité africaine à présent, précisément au Cameroun pour les présidentielles. Le rassemblement pro-Biya à Buea. Il encourage parce que selon eux, il est comme un père et il est le mieux placé pour diriger et envoyer le Cameroun vers l'émergence. Des centaines de militants du président Paul Biya ont organisé un rassemblement à Buea, capitale de la région du sud-ouest du Cameroun. Une zone déchirée depuis 2 ans par des affrontements entre des combattants anglophones qui veulent se séparer du Cameroun francophone et les forces gouvernementales. Bon, nous sommes supporters de Biya parce qu'il a été au pouvoir depuis 36 ans. On a vu ses réalisations et nous pensons que c'est la personne qu'il faut pour continuer à diriger le Cameroun vers l'émergence. C'est un père, tout comme je suis une mère. Lorsque vos 2 enfants ont un problème, vous devez vous asseoir ensemble et essayer de comprendre pourquoi ils ont un problème. Je sais qu'il est père et qu'il le fera. Au pouvoir depuis 36 ans, Paul Biya cherche à briguer un 7e mandat consécutif à la tête du Cameroun. Il affrontera 8 autres candidats lors de la présidentielle du 7 octobre. À l'international, les frappes nucléaires, l'OTAN accuse la Russie de violer le traité INF, qui est un traité d'interdiction de fabrication depuis 30 ans de toute une série de missiles. Le développement d'un nouveau système de missiles russes inquiète l'OTAN. Lors d'une réunion à Bruxelles, l'organisation a accusé Moscou de violer le traité sur les armes nucléaires. Ce système de missiles russes pourrait en effet atteindre les pays baltes. Bien que la Russie dispose déjà et a priori d'une forte puissance de frappe, elle lance maintenant un nouveau système d'une portée de 500 km qui pourrait facilement atteindre tous les pays baltes, la mer Baltique et créer une zone aérienne inaccessible pour les Alliés. Et je pense que c'est une question dont l'OTAN ne veut pas vraiment parler en ce moment. Ils doivent renforcer leur système de défense antimissile. De son côté, la Russie rejette la faute sur l'OTAN. Elle l'accuse aussi de violer ce traité qui interdit depuis 30 ans toute une série de missiles d'une portée variant de 500 à 5000 km. Sur la base de défense aérienne roumaine, l'OTAN peut déployer des missiles de croisière Tomahawk dans les silos existants. Les Russes disent que c'est une violation majeure. Il s'agit d'une arme de première frappe déguisée en antimissile. C'est pourquoi la Russie doit réagir. Donc les 2 côtés sont pris dans un véritable corps à corps. Cette nouvelle course à l'armement remet en cause la portée de l'INF, ce traité sur les armes nucléaires signé en 1987 entre Washington et Moscou. L'INF est important car il interdit un type de missile très destructeur sur le continent européen. Réintroduire ce genre d'armes ici ramènerait l'Europe dans l'insécurité face à des armes qui peuvent réellement nuire aux 2 côtés. La montée des tensions se poursuit donc entre l'OTAN et Moscou. Cyberattaque, Londres accuse Moscou. Selon les Britanniques, le GRU serait derrière l'attaque contre le Parti démocrate américain qui fut à l'origine du scandale des ingérences russes dans l'élection présidentielle américaine. Les renseignements militaires russes auraient aussi organisé le piratage et la fuite des données de l'Agence mondiale antidopage et l'attaque contre l'aéroport de Dossa en Ukraine. La Grande-Bretagne et l'Australie accusent les services de renseignement militaires russes de mener des cyberattaques à travers le monde.
Selon le ministère britannique des Affaires étrangères, le GRU, qui est l'acronyme des services de renseignement militaire russes, aurait commandité des attaques contre des institutions politiques, des entreprises et des médias avec pour objectif de saper la stabilité internationale. Gavin Williamson est le secrétaire d'État à la défense du Royaume-Uni. Ce que nous faisons, c'est agir avec nos alliés en isolant la Russie, en exposant le fait qu'il s'agit d'un État qui agit de manière imprudente et sans discernement. Ce ne sont pas les actions d'une grande puissance, ce sont les actions d'un État paria. Et nous continuerons de travailler avec nos alliés pour les isoler et leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à se comporter de cette façon. Selon les Britanniques, le GRU serait derrière l'attaque contre le Parti démocrate américain qui fut à l'origine du scandale des ingérences russes dans l'élection présidentielle américaine. Les renseignements militaires russes auraient aussi organisé le piratage et la fuite des données de l'Agence mondiale antidopage et l'attaque contre l'aéroport d'Odessa en Ukraine. Une source citée par l'AFP révèle que le gouvernement britannique tient le Kremlin pour directement responsable de ces cyberattaques. De son côté, Moscou dément et évoque l'imagination débordante des Britanniques. Un mot sur le budget. À présent, la passe d'armes entre Rome et Bruxelles continue. Rome et Bruxelles ne parviennent toujours pas à s'entendre sur le budget italien. Malgré quelques efforts de Rome, Bruxelles maintient la pression. Une situation très préoccupante et tendue depuis le vote sur le Brexit. En direct sur Facebook, le ministre italien du Travail, Luigi Di Maio, annonce à tous ses partisans que le gouvernement a tenu ses promesses sur le budget envoyé aux institutions européennes. Pourtant, les ministres italiens ont déjà cédé aux exigences de Bruxelles sur certains points. L'objectif d'un déficit de 2,4% du PIB ne sera pas maintenu après 2019 comme initialement prévu. Il devrait être de 2,1% en 2020 et 1,8% en 2021. Grâce à cette loi budgétaire, dès 2019, nous parviendrons à réduire de moitié l'écart entre le taux de croissance italien et le taux de croissance européen. Selon les médias italiens, Rome vise une croissance économique de 1,5% l'an prochain contre 1% prévu par le FMI. Mais pour l'UE, l'Italie risque d'être confrontée à une restructuration massive de sa dette, un sujet d'inquiétude pour les citoyens. J'espère que ce nouveau gouvernement sera en mesure d'achever son budget de la meilleure des façons, que chacun fera de son mieux pour l'achever. Je suis très inquiet au sujet de cette loi budgétaire. Je ne pense pas que les équilibres au niveau européen puissent être maintenus et c'est un problème pour nous tous. Une situation préoccupante et tendue. Depuis le vote sur le Brexit, l'Union européenne affiche une sévérité accrue face au gouvernement qui cherche à défier son autorité. Fin du suspense, le prix Nobel de la paix a été attribué aujourd'hui même au médecin congolais Denis Mukwege et à l'Irakienne yazidi Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique qui œuvre à mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Denis Mukwege et Nadia Mourad sont les deux prix Nobel de la paix 2018. L'annonce a été faite ce matin à Oslo. Les deux lauréats ont apporté une contribution cruciale à la prise de conscience et la lutte contre les crimes de guerre sexuels. Denis Mukwege est celui qui aide et qui a consacré sa vie à la défense de ses victimes. Nadia Mourad est le témoin qui raconte les abus perpétrés contre elle-même et les autres. Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, est ce médecin congolais qui soigne depuis les années 90 en RDC les femmes et enfants victimes de viols, agressions sexuelles et mutilations. Nadia Mourad, quant à elle, est une jeune irakienne issue de la minorité yazidi, persécutée par Daesh et devenue esclave sexuelle des terroristes. Depuis 2008, l'ONU considère que les violences sexuelles en temps de conflit peuvent constituer un crime de guerre ou un crime contre l'humanité.
Terminons ce journal par cette actualité sur la star du ballon rond, Cristiano Ronaldo, qui est accusé de viol. Mais la star du ballon rond dément et dénonce un cirque médiatique. Sa victime présumée dévoile l'agression, l'accord financier de confidentialité et la mauvaise gestion de l'agence par la police de Las Vegas. Cristiano Ronaldo, alias CR7, est l'un des footballeurs les plus talentueux de la planète, mais aussi une véritable icône publicitaire. Selon le magazine Forbes, il a touché l'an passé 94 millions d'euros entre son salaire et ses différents contrats de sponsoring. Aussi, quand il est rattrapé par des accusations de viol, des faits qui se seraient produits à Las Vegas en 2009, ses annonceurs peuvent trembler. Parlons seulement du contrat à vie que Ronaldo a signé avec Nike. Un contrat d'1 milliard de dollars. C'est très risqué car c'est un grave préjudice pour l'image du joueur, de l'homme et en même temps pour la société qui a accolé son nom à celui de Ronaldo en utilisant ses valeurs en tant que footballeur et en tant qu'homme. L'équipementier américain s'est dit profondément préoccupé par les accusations visant le quintuple ballon d'or, quand EA Sports, un autre de ses sponsors, parle d'une situation troublante. Cet été, l'attaquant portugais a signé à la Juventus, qui en a tiré profit sur le plan sportif, avec 9 victoires en 9 matchs depuis le début de saison, et sur le plan financier, avec une action qui a bondi de près de 200% à la bourse de Milan, avant la révélation de cette affaire. Si les accusations de viol devaient aboutir à un procès, la Juventus devra nécessairement évaluer les dommages réels et pas seulement se préoccuper de la chute des cours suite à cette affaire. La Juventus doit vérifier la juste valeur en général. De quoi est-ce que je parle? La juste valeur est la valeur ajoutée d'un personnage tel que Cristiano Ronaldo apporte au club et aux entreprises lorsqu'il y associe son nom. Il doit être clair que l'engagement de Ronaldo est une opération d'image, une opération sportive et une opération commercial. L'un des trois piliers, celui de l'image, pourrait soudainement s'écrouler. Merci de votre aimable attention à ce journal. Vous étiez sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Ce journal a été réalisé par Adsin Armel et Assis Jean-Baptiste. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Bon week-end en compagnie de Béni TV. Béni TV+, et les 3W.béni.tv.